Oubliez la Bretagne fraîche et ses trails sous la pluie. En ce mois de juin 2026, notre région étouffe sous un dôme de chaleur historique. Alors face à ce choc climatique, les organisateurs de courses s'adaptent, à l'image de l'ultramarin qui devait partir ce jeudi de Vannes et qui a finalement été annulé, en tous les cas pour son épreuve de 100 km. Nous entendrons les organisateurs expliquer ce qui a motivé leur décision et puis la réaction de coureurs qui devaient y participer. En plateau pour parler running et canicule, nous sommes avec Fanny Abivin, journaliste à la rédaction des sports du Télégramme, et Jean-Claude Nivet, co-organisateur du trail de Guerlédan, dont l'édition de mai dernier avait été impactée, souvenez-vous, par un gros coup de chaud. Fanny, on commence avec toi qui suis ces événements de près pour le Télégramme, avec 121 records de chaleur battus chez nous dès le mois de mai. Comment le monde du running a-t-il été impacté ? Alors, il y a plusieurs impacts en ce qui concerne les organisations de courses à proprement parler. Il y a le choix cornélien de maintenir ou d'annuler, de modifier ou en tout cas d'essayer de s'adapter à ces conditions climatiques. Et en ce qui concerne les coureurs aussi, ça a un impact notamment sur la préparation. On pense aux coureurs qui préparent actuellement des courses. Il faut aller courir tôt le matin, éviter peut-être de faire des intensités ou modifier le programme. Et aussi, ces coureurs doivent faire face donc à l'annulation des courses et parfois au non-remboursement des dossards. La preuve, ce jeudi, l'ultramarin aurait dû voir partir de Vannes plusieurs centaines de coureurs pour son raid de 100 km, mais les organisateurs en ont décidé autrement. Il s'explique au micro de France-Marie Notmes. C'est une douche froide en pleine canicule. Mardi soir, moins de 48 heures avant le départ du raid 100 km de l'ultramarin, l'organisation poste cette vidéo sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Suite à la réunion en préfecture de ce matin, il a malheureusement été décidé d'un commun accord d'annuler le raid 100 km de l'ultramarin qui avait lieu ce jeudi. Avec des maximales de 37 degrés attendus dans le pays de Vannes, maintenir une course en plein après-midi est devenu impensable pour ces organisateurs. Ça n'avait pas de sens d'aller faire courir des concurrents, peu importe l'heure du jeudi, sur les chemins de l'ultramarin. C'était beaucoup trop compliqué et beaucoup trop dangereux pour les coureurs, mais aussi pour les bénévoles qui préparent l'événement, qui devaient du coup faire toute la préparation dans une chaleur qui était très forte. Et on voit là, on souffre déjà sur Vannes, alors sur le parcours, ça a été vraiment, vraiment compliqué. Pour les 1700 inscrits, pas de remboursement. Ils devront se rabattre sur l'une des 4 autres courses prévues entre vendredi et dimanche. Fanny, une course annulée en Bretagne pour cause de canicule, c'est du jamais vu ? Alors, pour moi, ça fait effectivement un petit moment qu'on n'a pas vu ça. L'année dernière, la question s'était posée au moment de la corrida de Langueux. Finalement, elle avait été maintenue et malheureusement, un participant était tombé dans le coma. Donc, je pense que maintenant, les organisateurs sont d'autant plus frileux à ce sujet-là. Des signaux avant-coureurs dont on va parler avec vous, Jean-Claude Nivet. Lors du trail de Guerlédan, il y a un mois seulement, 23% d'abandon, 1300 coureurs qui jettent l'éponge ou ne viennent pas, 94 personnes prises en charge par les secours, 2 ont même dû être élitreuillés. Comment vous avez vécu cet épisode, Jean-Claude ? Alors c'est vrai que nous, on n'était pas sur un épisode de canicule comme cette semaine, mais plutôt sur un épisode de forte chaleur et surtout sur un début de saison de trail, puisque nous, on était sur le mois de mai, 23 mai, et finalement, la situation s'est avérée aussi compliquée que pour un épisode de canicule. Vous avez eu peur ? Et, ouais, oui, honnêtement, on s'est fait un peu peur. Enfin, c'est vrai que vous notiez le fait qu'il y a eu un nombre très important, exceptionnel d'abandons, autour de 25%, alors que d'habitude, selon nos courses, on est entre 5 et 20%. Et alors, on s'est fait peur sur la journée du samedi, qui était parce que nous, notre épreuve est sur 2 jours. Et oui, sur la journée du samedi, où on avait un peu quand même anticipé les choses en alertant, en envoyant des mails aux coureurs, en les prévenant qu'il allait faire chaud et qu'il fallait prendre des mesures adéquates en termes d'alimentation et tout ça. Et on était prêts, et puis finalement, on s'est aperçu qu'autant sur la course du matin, ça s'est bien passé, mais on avait une course l'après-midi qui était pourtant relativement courte, 26 km, mais très nerveuse. Et là, moi en particulier, en tant que speaker d'épreuve, donc j'étais sur la ligne d'arrivée et j'ai vu quelques concurrents arriver, s'écrouler sur la ligne. Et franchement, là,
Vous sentez oui, qu'il y avait on quelque a chose qui peur. n'allait pas. Alors, justement, quelque chose qui ne va pas quand on court un trail, ça veut dire quoi? Quels sont les signaux, justement, à détecter? On est allé demander à une médecin du sport comment les décerner. On écoute Docteur Madouas. Les signes d'alerte, c'est-à-dire que quand on fait un coup de chaleur et que vraiment ça va mal tourner, il y a des signes qu'il faut connaître. Un mot de tête important, des crampes un petit peu de tous les muscles en fait, pas juste la petite crampe du mollet, mais des crampes qui prennent les cuisses, les jambes, les bras même, crampes un peu généralisées, des nausées aussi, vomissements, des petits étourdissements. Tout ça, c'est des signes d'alerte pour lesquels faut pas se dire j'ai juste mal à la tête, je continue. Là, dans ces températures-là, c'est j'ai mal à la tête, je m'arrête quoi. On s'occupe de couverture médicale au niveau des courses à pied. Le service médical connaît bien les signes d'alerte que le coureur ne se rend pas toujours compte. C'est-à-dire qu'on parle d'une démarche un peu ébrieuse. On a tous quelques images en tête sur des grandes courses. Le coureur, on a l'impression qu'il est sous, c'est-à-dire qu'il fait des vagues sur la route. Et là, il n'est plus du tout vigilant. Il n'a même plus la vigilance, lui, de s'arrêter. Et là, c'est vraiment les encadrants, les gens au bord de la route, les gens du service médical qui doivent l'arrêter, l'obliger à s'arrêter, parce que c'est que au niveau du cerveau, en fait, il y a un dysfonctionnement lié au coup de chaleur, quoi. Jean-Claude Nivet, donc vous racontez comment ça s'est passé il y a un mois pendant un coup de chaleur. Les coureurs, ils étaient presque soulagés finalement qu'on leur dise de s'arrêter à Guerre-les-Dents. Est-ce que la mentalité aussi justement des trailers, elle va s'adapter pour vous à ces nouveaux climats qu'on va rencontrer sûrement de plus en plus souvent l'été? Je pense, en tout cas, je l'espère. C'est vrai que maintenant, je pense que avec les images qu'on a vues sur les différentes épreuves de coureurs en souffrance, les coureurs vont prendre ce côté chaleur comme un paramètre supplémentaire dans la gestion de course et, et, et adapter en fait aussi bien leur rythme que leur alimentation sur nos courses, quoi. Alors du côté des sportifs, certains sont plus compréhensifs que d'autres. On le sait, ça fait toujours beaucoup de déçus d'annuler une épreuve pour laquelle on s'est beaucoup préparé. On va écouter ce coureur déçu de n'avoir pas pu courir les 100 km de l'ultramarin ce jeudi, mais il est quand même compréhensif. Au micro de France-Marie Notmas toujours. Pierre Hamon, trailer depuis 2 ans, s'élancera finalement sur le 70 km. C'est une décision qui a été assez tardive de la part de l'organisation, mais une décision plutôt sage pour pas avoir de morts principalement sur la course et de blessés ou autres. Au niveau des mois et des années à venir, ça va être un peu compliqué. Il va falloir, je pense que tous les organisateurs de courses en France et dans le monde vont adapter. Et c'est vrai qu'il faudra décaler. Il n'y aura peut-être plus vraiment de départ à midi, mais plus le soir ou en pleine nuit. Très tôt le matin, effectivement. Premier trail de l'Ultramarin 2026, vendredi à 19h. Une course plus respirable, avec tout de même 28 degrés attendus sur la ligne de départ. Alors ça fait partie de la culture du trail et de l'ultra-trail de se dépasser finalement physiquement dans des conditions climatiques extrêmes, enfin dans des conditions extrêmes tout court. Est-ce que c'est difficile pour certains sportifs justement d'entendre, Fanny, qu'il faut mollir un peu? Oui, c'est vrai que l'ultra-trail d'autant plus, ça demande un mental quand même costaud. Et bon, c'est vrai que quand on s'est entraîné comme ça sur des prépas 8, 12, même plus 12 semaines ou même plus pour des ultras, où on s'est tapé des sorties de 5-6 heures de course à pied. Bon, j'entends que c'est compliqué de renoncer, mais je pense aussi que ça va s'inclure de plus en plus dans les préparations, peut-être justement de se confronter à la chaleur aussi pendant les entraînements, alors à plus basse intensité, mais pour que le corps puisse s'adapter finalement plus facilement. Parce que des trailers plus expérimentés mettent en avant des aspects positifs de la chaleur, tu nous en dis plus? Oui, c'est vrai que contrairement à ce qu'on pense, la chaleur, ça n'a pas que des aspects négatifs. Là, je parle pour le sportif aguerri, pour le trailer qui s'entraîne 4, 5, 6 fois par semaine. Il y a des études qui ont montré qu'en 5 à 7 jours d'exposition répétée à la chaleur, le volume de sang qui circule dans le corps passe de 4 à 12%. Donc le cœur va mieux pomper et les muscles recevront donc plus d'énergie. Et on a vu aussi qu'une exposition régulière peut améliorer des zones d'effort type seuil ou puissance aérobie de 5 à 8%. Bon, tout en faisant attention au message du corps que Dr Madouas a rappelé tout à l'heure. Alors, Jean-Claude, concrètement, comment vous allez anticiper une potentielle vague de chaleur sur le trail de Guerre-les-Dents en mai 2027? Et je rappelle que le trail l'année prochaine accueillera le championnat de France de trail, Jean-Claude.
On l'anticipera un peu comme on a fait cette année, bien sûr en rajoutant des points d'eau, voire même ce qu'on a fait cette année aussi en raccourcissant la distance des courses, en s'adaptant au profil, aux spécificités de notre course. Alors, on a la chance, nous, à Guerre-les-Dents, d'être autour d'un lac, donc, et d'avoir de nombreuses parties de parcours qui frôlent vraiment la berge du lac. Donc, ça permet aux coureurs de vraiment aller s'arroser autant qu'ils le veulent. On est aussi dans des parties très boisées. Donc, c'est une chance qu'on a à Guerre-les-Dents. Mais parce qu'on a fait cette année, il y avait des zones qui étaient à découvert, on les a tout simplement supprimées, surtout celles qui étaient sur la fin. Donc adapter les parcours, quoi. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. On adapte les parcours, on adapte les points d'eau. Et puis on met en face les équipes de secouristes qui vont bien, quoi. Merci Jean-Claude. Fanny, on a parlé de course à pied, mais peut-être une ouverture sur les autres sports. Les cyclistes rencontrent à peu près les mêmes problématiques aussi, les courses cyclistes, avec parfois les mêmes grognes aussi, ou les mêmes... voilà. Oui, totalement. Cette semaine, il y a eu plusieurs courses annulées. Il y avait 3 courses qui étaient prévues mercredi, dont une à Lanester qui a été supprimée, une à Landerneau aussi. Ce week-end, il devait y avoir une course, je crois que c'est Open 2, Open 3 à Ploudanel qui a été supprimée aussi. Là encore, les avis sont partagés. La plupart des coureurs comprennent. D'autres regrettent le fait que les courses soient pas avancées. Bon, alors, en semaine, c'est compliqué, mais le week-end, pourquoi pas le matin, comme c'est le cas en course à pied. Certains pointent aussi le fait que dans des pays comme l'Espagne, les coureurs sont habitués à courir avec ces chaleurs-là et donc regrettent que ce soit pas décalé. Mais bon. L'argument, c'est souvent aussi de protéger les bénévoles. On le sait pour chaque course, que ce soit trail, cyclisme, etc. C'est énormément de monde qui sont stationnés parfois en plein soleil pour que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Donc, il pourrait y avoir des choses mises en place, plus de points d'eau, même pour les bénévoles. Alors, en vélo, c'est compliqué. Il n'y a pas de ravitaillement à proprement dit comme en course à pied, mais c'est des choses qui pourront être étudiées. Oui. Merci beaucoup Fanny de nous avoir éclairé. Merci Jean-Claude d'avoir été connecté avec nous. Vous pouvez rester avec nous pour la suite du trail. On passe au bac. Oui, parce que les copies sont en train d'être corrigées. Et Maëlle Delmure en a profité pour rencontrer le premier breton à avoir passé son bac en breton. C'était pas cette année. Vous allez le voir dans la rubrique Beaucoup de bruit. Il est le seul à avoir réussi à passer toutes les épreuves du baccalauréat en breton. C'était en 1979. Gilles Clivéré a toujours milité pour les langues régionales dès son plus jeune âge. On est parti à sa rencontre pour qu'il nous explique comment il a réussi son exploit. Qu'il soit breton, qu'il soit basque, qu'il soit corse, qu'il soit occitan, alsacien, ch'ti, picard, gallo, qui se battent, quoi. Pas seulement pour la langue, mais pour tout ce qui va avec, surtout les personnes qui le parlent encore. Ma copie, elle commence d'abord en français en disant au nom du mépris 4 fois centenaire qui a été affiché à l'égard de langue bretonne, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance un correcteur bretonnant. Merci. Puis après, donc, j'ai attaqué tout de suite en breton. En 2007, je suis CPE au lycée d'Ivan de Carhaix, donc on parle breton tous les jours, du matin au soir et du soir au matin. Et je vois arriver donc 2 jeunes avec un courrier qui leur était destiné par la correctrice de ma copie de 76. Elle dit « J'ai lu dans Ouest France l'info sur votre mouvement pour obtenir de rédiger toutes les matières en breton, au bac. » J'ai alors repensé à ce qui m'est arrivé en 76 comme correctrice du bac philo à l'Arteloire de Brest. Donc elle était prof de philo à l'Arteloire. Je me suis retrouvé devant une copie dont je vous joins la photocopie de l'époque. Je connaissais un peu le breton écrit et aidé par un ébéniste de Nison, j'ai traduit le texte et noté le contenu, que j'ai évalué à 10. Bon. Cet élève dont je n'ai pas retenu le nom lors de la désanonymation du jury n'a pas été reçu, mais il me semble qu'en breton, il se débrouillait pas mal. Donc elle leur dit « Je vous fais cet envoi pour vous encourager à continuer sur les pas de cet aîné. » Je dis qu'il faut qu'il s'accroche. Qu'il soit breton, qu'il soit basque, qu'il soit corse, qu'il soit occitan, alsacien, ch'ti, picard, gallo, qui se battent, quoi. Pas seulement pour la langue, mais pour tout ce qui va avec, surtout les personnes qui le parlent encore. Et on termine avec la pépite de Fabienne.
Chers amis de Bretagne et d'ailleurs, bonjour, bienvenue dans décidément je me trompe, c'est la fin de l'année, dans cette chronique qui met en lumière des artistes en or. Alors je vous propose aujourd'hui une pépite un peu spéciale parce qu'il fallait qu'elle brille beaucoup pour durer tout l'été, cette pépite. C'est pourquoi c'est lui, Abraham, il est auteur, compositeur, interprète, entre autres, on va le voir. Bonsoir Abraham. Bonsoir. Abraham, comme je le disais, vous êtes polymorphe et multi-artiste, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, vous êtes auteur, vous écrivez, vous êtes compositeur, vous êtes musicien, mais vous êtes aussi beatboxer à vos heures, vous êtes danseur. Donc, y a-t-il quelque chose que vous ne sachiez pas faire? Eh bien, en plus... Il y a plein de trucs que je ne sais pas faire et que j'aimerais essayer. Et justement, j'aime explorer, j'aime tenter de nouvelles aventures, j'aime pas trop être enfermé dans une case aussi. Donc je pense que c'est pour ça que je jongle avec plusieurs disciplines comme ça. Donc aujourd'hui, on a choisi la case musique parce que c'est la sortie de votre album Avelvor, donc Le Souffle de la Mer. Donc l'album est déjà sorti, mais on va pouvoir profiter du deuxième single qui sort tout de suite, maintenant, aujourd'hui, sur Bonjour Bretagne. Est-ce que, juste avant, vous pouvez nous parler un peu de la création de cet album, de la façon dont vous l'avez imaginé, écrit et nourri pendant de longs mois? Oui, en fait, pour moi, il correspond au fait à cette décision de m'installer en Bretagne, de m'installer plus précisément dans le Finistère, en presqu'île de Crozon, comme une sorte de passation ou de témoin, de passage de témoin avec mon grand-père, qui n'est plus de ce monde. Et puis j'ai eu mon fils ensuite ici. Et donc en fait, c'est vraiment... la vie près des falaises, près du souffle de la mer justement, et puis mon fils, à quel point en fait son arrivée dans ma vie change tout quoi. Voilà. Alors, un premier single est déjà sorti qui s'appelle Donne-moi. On voit quelques images pendant que vous parlez. Ouais. Et là, c'est la sortie du deuxième single extrait de l'album. Ouais. Donc, ça s'appelle Clé. Tout à fait. Et alors, vous nous avez réservé une petite surprise puisqu'on l'a en exclusivité aujourd'hui pour Bonjour Bretagne. Donc, on va découvrir en fait le clip qui n'est pas encore sorti. Donc, il sort demain. Donc, je vous propose qu'on regarde un petit extrait du clip. La clé. Clé. Si j'avais un Alfred, aucun souci de cet acabit. Où je pourrais en scred la placer sous mon pot à cajou. Je le soulève et pas de clé, mais un bijou de pensée. Une coccinelle sur mon épaule vient se déposer. Que ma journée est belle même si je ne peux rentrer. Où j'ai mis la clé 1, je la trouve pas, oh non. Où j'ai mis la clé 1, je la trouve pas au fond. Où j'ai mis la clé 1, où c'est toi qui l'as perdu. Où t'as mis la clé 1, je suis sûr que tu l'as perçu. Où j'ai mis la clé 1, je la trouve pas, oh non. Où j'ai mis la clé 1, je la trouve pas au fond. Où j'ai mis la clé 1, où c'est toi qui l'as perdu. Où t'as mis la clé 1, je suis sûr que tu l'as perçu. Donc un très beau clip réalisé par David Boisseau-Chical, dans lequel on découvre également vos talents de danseur, puisqu'on en parlait en introduction. Il semble que vous ayez sillonné littéralement la presqu'île de Crozon pour ce clip. C'était important pour vous justement de revenir sur ces terres où vous avez grandi et auxquelles vous êtes attaché? Très, vraiment, j'y suis plus attaché que n'importe où ailleurs. Enfin, vraiment, je voulais, en réfléchissant sur ce qu'on pouvait faire avec David, honnêtement, on n'avait pas de budget, on voulait faire quelque chose de simple. Et souvent, quand on veut faire quelque chose de simple, je trouve qu'une idée créative ou un concept peut aider à ce qu'on s'y retrouve. Et je suis tellement amoureux de cette presqu'île, de tous ces endroits qui sont chargés, que ce soit en énergie ou qu'on ressente la rencontre des éléments. Enfin, tout ça, ça m'inspire beaucoup, beaucoup. Et je trouve que c'est très inspirant pour la danse. Moi, ça m'a beaucoup apporté au niveau de mon développement de danseur, parce que ça fait pas depuis si longtemps que je danse. Quelque chose qui a été très formateur, ça a été de danser justement au contact de la nature, en silence. Donc finalement, c'était une façon de retrouver un peu ces sensations. On voit également que votre écriture dépasse largement le champ de la musique et même de la danse. C'est plus largement pour vous important d'écrire, et vous écrivez actuellement votre premier livre. Est-ce que vous pouvez ou est-ce que vous voulez bien nous dévoiler un petit peu ce projet? Oui, avec grand plaisir. En fait, c'est une façon d'aller encore plus loin dans ce projet d'album qui s'appelle Avelvor. J'ai voulu
parler, approfondir les thématiques de l'album. Parler entre les morceaux de finalement tout ce qui me touchait, tout ce qui était nécessaire, tout ce qui me traversait pendant toute cette époque-là. Et puis oui, prolonger un petit peu tout ça. Donc c'est sûr que par exemple je parle de mon fils, je parle du fait dans la vie d'artiste de se dépasser sans arrêt. Est-ce que c'est juste de le faire tout le temps, de cet équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver. Personnellement, moi je sais que je suis assez sensible à ça. Il y a des moments où je me sens extrêmement inspiré et où je vais faire plein de choses et où ça fourmille d'idées, etc. Et puis d'autres moments où c'est complètement les batteries à plat et apprendre à gérer cette chose-là. Et je pense que dans ma nouvelle vie de père aussi, c'est quelque chose que j'avais besoin de passer par une introspection liée à tout ça. Et donc le fait d'écrire, d'aller encore un peu plus loin dans les mots, dans l'envie d'approfondir les idées, c'était précieux. Enfin, c'est précieux parce que c'est ce que je suis en train de faire. C'est vous qui dessinez aussi les images. Alors non, justement, un livre précieusement illustré, précisément, par les illustrations que vous voyez à l'image de Florence de Serres. Florence de Serres. Ici, là, vous voyez également une image du château de Saint-Paul-Roux. Exactement, ouais. Pourquoi le château de Saint-Paul-Roux? Pour moi, symboliquement, c'est très fort. À la fois, c'est tout à fait lié au souffle de la mer, à Velvor, et d'un autre côté, c'est un poète qui est assez méconnu d'ailleurs. En fait, on connaît son nom, mais on connaît peu son œuvre. Et c'est quelqu'un qui est passionnant. Et d'ailleurs, je me permets de dire qu'il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Sur la dune de Brigitte Charrois, qui parle du lien entre les Camarettois et Saint-Paul-Roux, parce que justement parfois les artistes ils ont un impact artistique et on voit leur œuvre, etc. Mais là je pense qu'il y a eu vraiment, je suis en train de commencer à lire le livre, il y a vraiment eu une rencontre très forte entre les Camarettois et Camarettoises et ce poète qui était aussi quelqu'un de très généreux, je crois. Voilà. Et un petit mot peut-être sur les très belles illustrations de Florence de Serres. On en a juste dévoilé deux. On terminera là-dessus parce qu'on n'a plus le temps. Moi, je suis tombé amoureux des illustrations de Florence avant de tomber amoureux d'elle. Donc voilà, je pense que je ne peux pas dire mieux. Eh bien, pour conclure, donc, on vous suit pendant tout l'été, puisque donc, il y aura plusieurs concerts également. Et pour écouter les morceaux... Donc, pour les morceaux, c'est toutes les plateformes. Votre Instagram, c'est Abraham Tismé, Tisme. Ça va s'afficher. Voilà, ça s'affiche. Pour le livre, on attend un petit peu. Oui, un petit peu. Il faut que je le finisse. Voilà. Vous reviendrez nous en parler, Abraham. On est ravis de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Merci Fabienne, tu termines en beauté. On a hâte de te retrouver à la rentrée pour plein de nouvelles pépites. Voilà, une année entière de pépites. Oh là là, on a hâte. Merci beaucoup. Allez, on termine. Non, on termine pas. On envoie à suivre la météo et multisport présentée par Ludovic Jean aujourd'hui. Demain, même heure, ce sera à Hubert Coudurier pour le Café du Commerce. Retour de Bonjour Bretagne lundi avec Christophe. D'ici là, passez une belle fin de semaine en Bretagne. Kenavo.